vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des livres à paraître pour ce mois de mai. Alors peut-être qu'à la météo franchement chez nous on ne le voit absolument pas. Je peux être dans le mood où je vais sortir tous les thrillers, les policiers, les trucs bien sombres, tout ce que vous voulez. Mais voilà, les sorties qu'on va voir sont raccords en tout cas sur ce que doit être un mois de mai et j'espère ce que c'est chez vous. Parce que bon, en Belgique, vous savez, on n'est pas hyper gâtés, enfin voilà, on est adepte de la pluie, on n'a pas le choix. Et à nouveau, ici, j'ai sélectionné, pareil, toujours plus ou moins 10 livres qui du coup sortent courant de ce mois. Certains au moment où vous voyez la vidéo sont déjà sortis, d'autres non, c'est toujours la même chanson vu que cette vidéo arrive moitié du mois. Et à chaque fois je vous indique du coup la couverture comme d'habitude. Pour le premier, hop, je prends mon petit PC ici à côté. On commence par un Grimaldi qui va clairement lui nous mettre du soleil dans le cœur. J'ai l'impression d'être Madame Météo à parler ici. Mais bref, c'est ce Grimaldi, donc c'est plus grand que le ciel, qui est sorti du coup ici le 1er mai et qui nous disait: Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi compte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêlent aux promesses d'une rencontre. Pour suivre du coup Virginie Grimaldi sur les réseaux, je sais qu'elle a mis une part d'elle-même à nouveau dans ce livre par rapport à son deuil de son père, comme on le retrouve ici dans ce résumé. Et d'après ses dires, c'était un des livres où elle était elle le plus aboutie. Alors moi je vous ai déjà dit, pour moi c'était celui qu'elle avait sorti juste avant, donc Une belle vie. Et clairement, puisque c'est un Grimaldi, je vais attendre celui-là qui sorte en poche, parce que ici c'est encore en grand format, donc ce sera pour rendez-vous l'année prochaine. Et je suis toujours en décalage comme ça d'un an. Mais clairement, je l'ajoute à ma wishlist, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou un autre je vais le lire, parce que clairement Grimaldi c'est une valeur sûre. J'adore sa façon de construire ses personnages, de rendre vraiment ses récits tellement humain, tellement doudou, très profond aussi. Enfin vraiment je trouve qu'elle écrit vraiment très bien pour le coup. Et donc voilà, clairement je suis partante pour tous les livres qu'elle va me proposer à l'avenir, et donc celui-ci s'ajoute à ma wishlist. Ensuite, je pense que c'est le même jour, donc toujours ici le 1er mai, sort celui-ci. Donc Un jour de nuit tombée, c'est le tome 2, et je pense que le tome 1 du coup avait le même titre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de Samantha Shannon, et je pense, ça, on dit aussi à nouveau que c'était 500 ans avant le prieuré de l'Oranger, que personnellement j'avais lu, mais je vous avoue je l'avais trouvé un petit peu surcoté en fait. Oui, il y avait tout un univers de fantasy, oui, il y avait du coup un côté féminisme, etc. Mais pour le reste de l'histoire, c'est pas non plus que ça cassait trois pattes à un canard de mon point de vue. Donc voilà, j'ai pas suivi ici toute la suite, les préquels, etc. Mais je pense que je vous ai déjà parlé de la partie 1, il me semble, à la couverture que je suis en train de voir, que je vous l'ai déjà proposé dans une de ces vidéos. Donc ici, puisqu'on est au tome 2 sur 2 de ce préquel, je ne vais pas lire du coup ce résumé là, je reprends justement celui de la première partie. Et celui-ci nous disait: Sœur du prieuré de l'Oranger, Tunuva Mélim s'est entraînée pendant 50 ans à combattre des wyrms. Je ne sais jamais prononcer ce mot-là verbalement. Au nord, dans le Rhénum d'Inis, la princesse Gloriane vit quant à elle à l'ombre de ses parents. Dumail, de son côté, a passé sa vie dans un temple, essayant de réveiller les dragons de leur long sommeil. Lorsque le mont Effroi entre en éruption, ces trois femmes doivent trouver la force de protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Bon, vous l'entendez, on est toujours dans le Rhénum, on est toujours dans le même univers, forcément, c'est juste que c'est 500 ans après. Je ne sais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que je sais qu'il y a des dragons. C'est aussi pour ça que les gens s'étaient rués dessus, et pour ça, ils étaient encore assez chouettes, même si c'est pas mes préférés de tous livres confondus. Mais voilà, si vous allez continuer contrairement à moi cette saga, sachez que du coup ce tome est sorti ici le 1er mai. Et que du coup voilà, normalement ici la boucle je pense est bouclée. Je ne pense pas qu'elle prévoit de rajouter une trilogie ou quoi encore, enfin un second cycle ou quoi après. Parce que je pense qu'il y avait déjà eu
de sortie en plus du préquel, si je dis pas de conneries. J'ai un doute parce que j'ai un peu perdu le truc de vue, je vous avoue. Sans le revoyant aussi, je me suis dit tiens, ça peut intéresser les gens. Mais voilà, comme ça vous savez en tout cas que le dernier livre de Samantha Shannon est sorti ici début du mois. En revanche, le troisième livre qui sort cette fois le 2 mai, c'est celui-ci. Donc le titre c'est Norferville de Franck Tillier. Et clairement, à nouveau, même combat que Grimaldi, mais version, version les thrillers. Tillier, moi je fonce direct, je les ajoute, je pense pratiquement tous à ma liste. J'en ai encore beaucoup, vous les voyez pas vu qu'ils sont là-bas en dessous. Dans ma pile à lire que je dois sortir ici au prochain pumpkin, au suivant, etc. Enfin bref, j'en ai encore un paquet de quoi m'occuper. Mais celui-là va intégrer ma wishlist comme donc pratiquement tous les autres. Et le résumé ici nous dit: dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Détective et criminologue à Lyon, Teddy Shafran apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière très isolée du Grand Nord québécois, Norferville. Morgan a été sauvagement mutilée, abandonnée dans la neige non loin d'une réserve autochtone. Sans réfléchir, Teddy plaque tout pour se rendre sur place, bien décidé à comprendre ce qui s'est passé là-bas. Là-bas, Léonie Rock, une flic métisse, est mise sur l'affaire. Elle est alors contrainte de renouer avec cet endroit coupé de tout où elle est née et où, adolescente, 3 inconnus l'ont violée. Festif. Un retour vers son enfer alors que les températures frôlent les -20. Ensemble, ces 2 êtres éprouvés par la vie vont se démener pour trouver des réponses malgré l'inhospitalité de la nature et des hommes, très clairement. Voilà, je suis emballée parce que c'est un Tillier. C'est pas que le résumé me botte plus qu'un autre thriller, je vous avoue. Surtout que moi, les grands froids, c'est pas forcément c'est pas forcément le milieu que je préfère. C'est un truc qui va avoir vite tendance un peu à m'angoisser ou quoi. Mais bon, du coup, c'est un bon décor pour un thriller, vous me direz. Donc voilà, clairement, il s'ajoute à la liste, voilà, vous l'avez compris. Et je pense que clairement, à nouveau comme tous les autres, il va marcher du feu de Dieu. Donc je ne me préoccupe vraiment pas pour la réussite ou non de ce livre. Très clairement, on est sur une valeur sûre. Hop. Ensuite, toujours le 2 mai, on a le tome 2 de Déranger. Donc cette petite BD qui est publiée chez qui? Je ne sais même plus. Bambou Édition, j'aurais pas su le dire. Et qui sort donc aussi le 2 mai. Et celui-là, je me tâtais un petit peu avant de savoir si j'allais les lire un jour ou pas. Parce que clairement, le résumé que je vais vous lire ici du tome 1 m'avait vraiment bien botté. Mais j'ai toujours un peu de mal sur les histoires de BD qui sont sur plusieurs tomes. Je pense que je l'avais déjà dit dans des bilans de lecture ou quoi. Que moi, j'aime pour les BD, un tome, une histoire, point barre. Donc j'étais un peu mitigée. Genre, est-ce que je me laisse tenter? Est-ce que je vais regretter? Tout ça. Et puis les retours du tome 1 étaient quand même assez bons. Et donc tome 1 que je vais vous lire le résumé ici de suite. Hop. Voilà. Qui me disait: et si la petite voix que vous avez dans la tête apparaît devant vous? Juste ce principe, je l'adore, le principe de la petite conscience, etc. Fleur est dans une mauvaise passe, un boulot qu'elle déteste, des amis sur qui elle n'est pas sûre de pouvoir compter, des parents envahissants, une vie sentimentale en berne et un petit chat qui passe son temps à faire des bêtises dans l'appartement. Sa petite voix lui dit bien qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle remette en question certains aspects de sa vie, qu'elle doit manger plus sainement, qu'elle doit faire de l'exercice, bref, qu'elle prenne soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur ne l'écoute pas. Alors Lynn, sa petite voix, apparaît subitement dans sa cuisine et avec une seule mission, que Fleur prenne sa vie en main et qu'elle devienne celle qu'elle a toujours voulu être. Autant vous dire que cela s'annonce plein d'embûches. Ça avait l'air tout mignon, ça avait l'air plein de beaux messages, sans être trop moralisateur, etc. Franchement, il me tente encore beaucoup maintenant. De ce que je sais maintenant, avec le recul et le retour des gens, visiblement, j'ai oublié, c'est pas Lynn, Fleur. Fleur souffrait à ce moment-là plus ou moins d'un burn-out ou un truc comme ça. Et clairement, elle a besoin juste de changer de vie, de remettre, d'éjecter ce qu'il faut, de faire un tri, etc. Et je pense que le sujet me tente bien aussi. J'avais entendu un retour, je ne sais plus de qui, sur quelle chaîne, justement sur déjà cette BD qu'il avait reçue en premier, et c'était vraiment en plus il y a quelques jours. Et qui disait que visiblement ici on s'attaquait plus sur son entourage, mais dans le sens où elle devait prendre alors le relais et soin de quelqu'un d'autre.
Voilà, donc c'était un peu la question du est-ce qu'on peut vraiment être heureux si l'entourage ne l'est pas ou des choses comme ça. Et je crois que ça va être intéressant aussi. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus en tout. Donc je pense que c'est plutôt ça. Je vais attendre en fait que voir plusieurs tomes. Si c'est 3-4, ça peut le faire. Si c'est 20-30, je pense qu'on va un peu m'oublier. Mais voilà, je les garde en tout cas encore dans ma wishlist actuellement. J'attends de voir parce que vraiment les retours sont vraiment bons, que ça a l'air doudou en fait, ça a l'air vraiment doudou, réconfortant, pas culpabilisant, juste voilà, que du positif, sans dire de faire du positif rien que parce que c'est la vibe ou quoi. Donc je me note de mon côté et peut-être que du coup pareil vous avez de votre côté découvert le tome 1 et que vous attendez la suite. Donc en tout cas sachez que voilà, c'est sorti le 2 mai. Le suivant, hop, c'est à nouveau un tome 2 qui sort cette fois le 5 mai, c'est celui-ci. Donc c'est la série Dark Shore et c'est ici le titre Dark Sky, je ne sais pas trop comment on dit. Et dans mes souvenirs, le tome 1 parlait un peu de piraterie. Ouais, c'était ça. Je reprends le visuel du tome 1 et le résumé en même temps que je vous parle. Et le premier, clairement, le visuel, j'allais dire, la couverture ne laisse pas trop de doute là-dessus, nous disait: dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins... Ah oui, je vous l'avais déjà présenté celui-là parce que j'avais déjà bugué sur le double A des marins, donc les marins, je sais pas, sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Ça y est, là c'est bon, je l'ai en tête. Terriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils simulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et jusqu'où ils sont prêts à se sacrifier. C'est un résumé qui me donnait vraiment envie. Pareil, les premiers retours que j'ai vus dessus, j'attendais. Je me rappelle au moment de la sortie du tome 1, c'était quand? C'était en janvier. Ah, c'était ouais, il n'y avait pas si longtemps en fait. Était assez positif et pour ces trucs de piraterie, je suis toujours un petit peu réticente parce que j'ai quand même pas mal de désillusions dans ce genre de lecture, d'aventure, etc. Et donc, clairement, ici, j'ai envie de les connaître. Je ne sais plus si c'est une duologie, une trilogie ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a plus d'infos? Non, à mon avis, c'est plus une trilogie. Donc, je vais attendre que tous les livres ressortent comme d'habitude. Mais clairement, ils sortiront à un moment, à un été, quand j'aurai envie de ça. Voilà, j'aime bien. Je me rappelle qu'il m'avait déjà fait penser la première fois un peu à Grisha aussi, avec ce côté, le côté de la mer sans fin, etc. Donc voilà, je suis très très curieuse de découvrir cette histoire. Et très contente aussi que les premiers retours soient positifs dessus. Donc voilà, je trouve qu'on n'a jamais assez de livres de marins, de mer, de pirates, etc. Parce que j'ai vraiment tous les ans envie de ça en juillet, août. Donc cette année, je sais pas où, il est où? Je l'ai mis où? Ah oui, si, il est hop, juste ici. J'ai donc le parfum de l'impératrice, le tome 1, et je vais encore acheter le tome 2 sur mon mois prochain. Pour cette soif là, et en comptant que dans ceci, donc l'assassin royal, il y a aussi une partie avec des pirates, etc. Donc j'aurai déjà un petit peu ma dose pour juillet août, mais pour les années à venir, clairement ceux-là à un moment ils vont sortir, c'est sûr et certain, même si je ne vais pas les acheter maintenant. Ensuite je rigole, mais c'est pas possible que les résumés soient aussi longs que ça. Il fait genre 3 pages, 3 pages d'écran entier que je dois dérouler. Ouais, je vais peut-être le lire une fois moi-même. Et puis je vous le lis oralement, je fais une petite pause, attendez.
Ok, donc c'est un one-shot que j'avais repéré, je pense, sur la chaîne de Manon de Vibrations Littéraires. Et vous allez avoir mon super accent, puisqu'il s'appelle The Foxglove King. Pareil, je ne sais plus, c'est publié chez qui. Là, je vois Orbit, mais je ne connais même pas. Bon. En tout cas, bah voilà, c'est ce livre-là. Et qui sort, hop, le 9 mai. Et le résumé nous dit: un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique. Voilà, je pense qu'elle avait juste dit ça, Manon, et que clairement, j'étais déjà emballée à cause de Vampiria qui est hop là-bas. et clairement, enfin, côté gothique, côté Versailles, machin. Ça poursuit avec une nécromancienne. On voit le thème bien dessiné. Donc, une nécromancienne traquée dissimule une magie noire interdite. Un prince et un prêtre guerriers, ennemis, prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret officiant dans les catacombes de la ville de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qu'il a pris sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie irrémédiablement à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par la presque mort, une faction des prêtres guerriers habilités à utiliser la Mortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Laure est confrontée à un choix. User de sa magie pour enquêter et démasquer les responsables de la cour de la citadelle, ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de hauts faits et de lumière et de faux semblants, elle ne peut accorder sa confiance à personne. Laure doit trouver des alliés. Je suis en train de poursuivre, mais je pense que je vais arrêter le résumé là pour ne pas vous en dire trop, et je suis même pas à un tiers de ce qui est écrit. Alors, l'Imen était connue pour faire des résumés à rallonge, mais alors là, j'ai peur de me spoiler rien qu'avec le résumé. Donc voilà, je vais juste vous donner ces infos-là. Je vous avoue que moi, franchement, il m'a vraiment botté. Je ne l'attendais de juste nulle part. Voilà, j'attends de voir aussi, pareil, les retours qu'il va y avoir dessus, est-ce qu'ils sont bons, etc. Surtout que je pense qu'ils ont visiblement gardé la couverture en anglais. Donc, voilà, s'il a déjà été traduit, c'est déjà un premier indice en tout cas. Mais voilà, je ne l'attendais vraiment pas et je vais l'ajouter à ma wishlist, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je me le garde ou quoi pour un prochain pumpkin, etc. Je sais pas, franchement il m'inspire bien. Après c'est clairement pas un achat compulsif que je vais faire là d'un coup. Je vais voir si sur la durée il continue de me tenter ou pas. Mais voilà, j'étais contente qu'on m'en ait parlé, de l'avoir découvert un peu un minimum. Et du coup je fais pareil à mon tour, sait-on jamais que ça vous branche autant que de mon côté tout simplement. Ensuite, un autre livre que je n'attendais pas et j'ai eu plusieurs retours dessus, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est celui-ci, donc Sing Me to Sleep, qui est publié chez Rajo et qui sort le 15 mai. Et le résumé par contre ici est assez court, on nous dit: Sawars est une sirène. Une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger. Elle entre au service de la famille royale qui déteste tout ce qu'elle représente. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Caïdre, Sawaz a de plus en plus de mal à cacher son identité. D'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit elle-même. C'est vraiment le autrement dit elle-même qui, je pense, m'a convaincue de vous en parler. Même si je pense que, pareil, je ne vais pas accrocher tant que ça aux sirènes. Mais bon, voilà, je pense, pareil, il va trouver son public. Je m'inquiète pas trop pour lui non plus. Mais je suis quand même curieuse d'avoir des retours et de savoir comment, au final, elle peut se protéger elle-même. Il doit avoir tellement de manipulation, de stratégie, de faux semblants, etc. etc. Donc je pense qu'il doit être assez chouette à lire.
à un peu décortiquer, où elle va toujours un peu jouer avec le feu, etc. Donc je pense que ça va être un page turner très très clairement. Après, ouais non, je pense que je vais pas sauter dessus parce que je vous dis, le côté sirène c'est moins mon truc. Moi je préfère les pirates ou des trucs comme ça. À voir franchement les retours, peut-être que ça va exploser, on ne sait pas, mais voilà, je pense que pour le coup, je pense que c'est un choix malin de la part de Rajo, dans le sens où ils vont surfer un peu justement pour tout l'esprit mer, créature, etc. qui est un nouveau en ce moment. Et le petit mélange qu'il pourrait avoir avec une meurtrière, un truc plus sanglant, peut-être plus gore, peut-être que je dis conneries. et ce petit côté avec le prince qu'on pourrait revoir facilement comme un peu la petite sirène Ariel, etc. par rapport à sa relation au prince, au vrai conte d'origine ou que sais-je. Je ne sais pas trop s'il serait peut-être une réécriture de ce côté-là ou quoi. Je pense pas là tout de suite. Mais voilà, je pense que c'est malin de le sortir maintenant, je pense que ça va marcher, etc. Donc pareil, si vous ne l'aviez pas vu passer avant, je vous le mets pour vous, parce que oui, clairement là, je pense que je vais passer mon tour simplement. Et puis voilà. Ensuite, on arrive à la sortie que j'ai précommandée. Alors je ne l'ai pas encore en main parce qu'il sort en fait le 23, ouais c'est ça, le 23 mai. Mais clairement, enfin, il est précommandé depuis... depuis que c'est possible, je pense. Je vous parle du dernier tome de Vampiria, donc c'est le tome 2 de Vampiria America. Normalement, c'est 4 trilogies, je pense, qui sont prévues. Donc, clairement, il y aura encore un tome pour celui-là qui arrivera l'année prochaine, on le sait. Et donc ici, c'est le tombeau des étoiles. Après, le tombeau... J'ai des visuels en tête, mais j'hésite avec le film. Des immortels, le tombeau des immortels. Bah oui, le tombeau des Lucioles, on était presque. Ça va aller, ça va aller. Je suis partie de seule. Mais pareil, c'est un tome 2 et en fait je vais prendre le livre ici. Donc celui-ci c'est le tome 1 de cette trilogie-là, donc de Vampiria America, qui se passe comme on l'indique en Amérique, alors que la première trilogie c'était à la cour de Versailles. Et de ce qu'on sait, moi je l'ai lu dans l'ordre, enfin je lis dans l'ordre où ils sortent, mais normalement on peut commencer par la trilogie que l'on souhaite, ça peut se lire dans tous les sens, en tout cas je pense pour les 3 premières sur 4 trilogies ça va être ça le plan. Et pour le résumé de celui-ci, on nous disait: si Desperados sans rien à perdre, une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit, c'est-à-dire les vampires. La prise d'un otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6 et ils se nomment les Desperados, parce que le suceur de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique. Dans cette mission suicide, au cœur de l'enfer, dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Je l'avais beaucoup aimé, même si je l'avais moins aimé que l'autre trilogie pour l'instant, mais ça avait souffert du fait que je terminais un tome 3 et je devais reprendre un nouveau cycle, donc on reposait seulement des bases, il y avait beaucoup moins d'action, on découvrait de nouveaux personnages, etc. Donc c'était un peu cette comparaison-là, parce que sinon, franchement, même tout seul, il était déjà très chouette. C'est en grande partie un huis clos, du coup, vu qu'ils font un coup d'état dans cette tour. On suivait aussi ici le personnage de Raphaël, qu'on retrouvait à la base, enfin qui est issu de l'autre trilogie, et je pense que du coup, d'une trilogie à l'autre, certains personnages vont toujours se croiser. Sur cette couverture, on sait que c'est le personnage de Sterling et je suis hyper impatiente de l'entamer. Parce que clairement Sterling, comme beaucoup de gens, c'est mon personnage préféré de la saga. Je l'adore, c'est un vampire punk, un peu style londonien, etc. Il était hyper chouette, déjanté et tout. Et j'ai entendu, pareil en suivant Victor Dixon sur les réseaux, sur Booksta, etc. Que
On allait retrouver aussi d'autres personnages comme Poppy, je pense. Et pareil, je l'avais beaucoup apprécié. Et puis 2-3 autres noms, forcément, ceux qu'on retrouve ici, qui vont être plus mis en avant par rapport au tome 1 ou des choses comme ça. J'avais beaucoup aussi aimé le mix entre justement les vampires et les sorciers qui était très bien amené ici pour le côté sorcière de Salem. Et je suis excessivement curieuse de voir vers quel monde on va se diriger. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé donc toujours Vampiria de base en Europe, je ne m'étais absolument pas attendue à ce qu'on voyage autant, à ce que l'univers se développe autant. Il a réussi à y mêler parfaitement vampire, Versailles, pareil piraterie, etc. Et ici, donc on a mêlé les sorcières. Je pense qu'on va mêler un peu le côté plus cow-boy ou quoi. Je suis très curieuse et je suis aussi un peu mitigée avec moi de est-ce que je le lis directement à sa sortie ou genre juste après ou quoi, parce que j'ai envie de l'attaquer directement, ou est-ce que j'attends plus l'automne pour être vraiment dans le truc plus sanglant, vampire et tout, parce que la question s'était déjà posée pour celui-ci et je me demande si ça n'avait pas joué aussi dans voilà, la cote que je lui ai mis au final. Est-ce que j'étais vraiment dans le mood? Est-ce que l'impatience par rapport à juste l'univers qu'il y a dedans en valait la peine? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je vais vraiment l'acheter, craquer, enfin lire et craquer directement, etc. Ou si je vais lui laisser un petit peu plus de temps. Je ne suis pas encore décidée, mais je crois que clairement je le saurai au moment où je l'aurai reçu, où il sera entre mes mains, où je verrai tout le monde sur les réseaux l'entamer, etc. D'autant que pareil, avec ma meilleure amie, on a déjà prévu d'aller rencontrer Dixon à Bruxelles. Je pense que c'est le 16 mai, si je dis pas de conneries, c'est un jeudi. Et donc est-ce que j'aurais pas envie à ce moment-là, pareil, d'ouvrir mon livre suite à cette rencontre ou d'avoir déjà lu une partie, à pouvoir leur montrer pour faire des premiers échanges? Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, celui-là, il est préco, je l'attends. C'est le livre qui fait, je pense, qui me fait le plus envie finalement là tout de suite. Voilà, c'est un Dixon, juste... C'est un Dixon. Donc c'est bon, c'est fait. Je vais acheter tous ces livres, je vais tous les lire, je vais tous les aimer, enfin c'est comme ça. Et donc voilà, je ne vais pas m'étaler davantage parce que je ne l'ai pas encore lu et que je ferai, à mon avis, d'ici peu un retour dessus. Mais en tout cas, ça y est, la suite de Vampiria America du coup sort le 23 mai. Et enfin, il me reste juste ce tome-ci à vous présenter. Donc c'est La Passeuse de mots, le tome 4, c'est Les larmes du saule qui sort le 29 mai. Et pareil, j'aime beaucoup les couleurs de la couverture de ce tome-ci. Mais je cherche en même temps, le résumé du tome 1. Voilà. Qui nous disait: dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Je vous avoue que pour l'instant, pareil, je sais qu'il est très attendu, mais je passe toujours mon tour. Je suis en train de penser à Margot, donc de Des livres plein les yeux. Et Dieu sait, et Dieu seul sait qu'elle m'a tannée en fait pour que je lise. Elle les adore, c'est dans son top chouchou, coup de cœur, etc. Et je vois vraiment effectivement d'excellents retours dessus, mais il n'y a rien à faire. Ils n'arrivent pas à m'intéresser plus que ça. Ce sera jamais, je pense, vraiment la priorité ou quoi. Mais clairement, je sais que les gens les attendent, je sais qu'ils doivent être excellents, etc. Juste, je crois que je passe mon tour, c'est pas plus compliqué que ça. Même quand elle m'en parle, etc., elle n'arrive pas à me convaincre suffisamment. Et je vous dis, même parfois je l'ai ajouté dans ma wishlist, mais finalement je le retire parce que je pense que vraiment ce sera pas la priorité.
Mais voilà, je sais aussi, et ça joue dans la balance, qu'il y aura pas mal de tomes. Donc si je vois le tome 4 sur 5, mais j'ai déjà eu des échos comme quoi il y aurait quand même plus de tomes que 5 au final. Alors est-ce que c'était 3 points quelque chose, 2 points quelque chose, machin, etc. Je ne sais pas. Et puis à chaque fois c'est aussi des énormes bricasses. Donc ouais, je pense que juste je vais passer mon tour pour toute cette saga là. J'ai déjà suffisamment de saga à rallonge, hein. Et je dis ça, mais enfin, Vampire c'était le même combat. Et voilà, je pense que ouais, je ne vais pas être embarquée un jour dans cet univers, mais en tout cas, je pense aussi qu'il y a pas mal de gens de l'autre côté de l'écran où je tourne qui justement sont comme ça à les attendre, genre ça y est, parce qu'en plus, il me semble que les sorties sont pas hyper rapprochées non plus. Et donc voilà, donc sachez que la passeuse de mots, le tome 4, donc sort ce 29 mai. Et puis c'est déjà tout. J'ai l'impression que c'était plus rapide que d'habitude, tiens. Mais donc voilà, je n'ai pas plus d'infos comme d'habitude à vous donner, étant donné que j'ai parcouru ici les sorties qui m'intéressaient ou que je pensais qui pouvaient vous intéresser. C'est pas forcément, moi, le genre de vidéo que je préfère tourner, dans le sens... Enfin oui, ça me sert parce que voilà, je me tiens un jour de ce qui sort, ce qui pourrait m'intéresser ou quoi. Mais moi je préfère ça où je peux faire vraiment du contenu, où je peux donner mon avis, etc. Donc pour ça je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Puisqu'au moment où je tourne, on a entamé le mois de la fantasy. Et je vous avais déjà dit aussi, je vais faire une vidéo sur 5 recommandations de fantasy. Donc ça c'est la prochaine que je dois tourner et pareil vous montrer. Et là, de mon côté, ça aura déjà plus d'intérêt parce que je vais vous parler de livres que j'aime bien, que je connais, etc. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est déjà tout. Je réfléchis à un petit emoji si vous voulez, comme toujours, réagir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit livre beige, tiens, je termine sur celui-là. Ouais, on va rester sur la thématique. Et donc, le petit livre dans les tons, je pense que c'est beige, brun, un truc comme ça. Si vous avez vu jusqu'ici, si vous voulez réagir et que voilà, vous n'avez pas une chose précise à dire non plus de votre côté, si vous êtes trop timide, etc. Et si pas, n'hésitez pas à me dire quel livre forcément vous plaît dans le tas, vous intéresse, est-ce que vous en avez préco aussi, est-ce que vous en attendez, est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités et que franchement vous vous dites mais pourquoi on n'en parle pas? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo. Ciao ciao!